Et yo tout le monde, c'est Chfa, j'espère que tout le monde va bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue partie 3 de Hublou. Alors avant de commencer, juste pour vous expliquer pourquoi ça sort pas le lundi et ça sort un peu plus tard, tout simplement parce que déjà j'étais un petit peu occupé, ensuite la partie 1 et 2 étaient déjà traduits en français que j'ai chopé sur internet, et la partie 3 c'est une exclusivité normalement française puisque c'est Angie, une abonnée, qui travaille dans la traduction, enfin qui fait ses études en traduction en anglais-français, qui s'est gentiment proposé de me traduire la partie 3 et peut-être, voire sûrement la partie 4. Donc du coup, pour le moment, vous avez en exclusivité en France la partie 3 de Hublou, si je me trompe pas. En tout cas, j'espère que ça vous plaira autant que moi ça va me plaire, puisque je sais que ça va me plaire. Je ne l'ai pas encore lu, comme d'habitude, je le lis en même temps. Donc mettez-vous dans l'ambiance, dans le noir, avec votre copine, votre main droite, un truc à manger, un truc à boire, et profitez de cet instant inoubliable. En tout cas, portez-vous bien. Très bonne vidéo, et je vous demanderai un maximum de likes par contre pour celle-ci, puisque pour le coup, c'est un peu une exclue, donc ça ferait plaisir à Angie déjà, et ça me ferait plaisir à moi. Et puis ça vous fera patienter pour la partie 4. Portez-vous bien, bonne vidéo. Hublou partie 3. Alors que je descendais l'autoroute vers un état voisin, je regardais les lignes blanches de la route disparaître une par une dans la forêt. Si je les fixais assez longtemps, elles se transformaient simplement en une longue ligne blanche floue, dans un océan d'asphalte. Et lorsque je cessais d'appuyer mon regard, les lignes étaient de nouveau séparées. Je passais mon bras par-dessus le siège passager et attrapa ma bouteille de gin. C'est triste de voir à quel point j'étais assez habile pour tenir le volant d'une main et ouvrir le bouchon de l'autre. Je pris une grande gorgée et finis la boisson, puis jeta la bouteille par la fenêtre au conducteur et j'entendis le verre se briser dans un craquement satisfaisant. Ça devait être une micro-sieste, me répétais-je. Je ne savais pas si j'étais en train de perdre les pédales ou si j'avais déjà trop bu à midi et que j'avais juste un petit peu divagué, mais j'avais besoin de trouver une manière rationnelle d'expliquer que j'avais vu Hublou sans l'avoir entendu après. Au final, j'ai mis mes hallucinations sur le compte d'un manque de sommeil. Je me suis promis de dormir au moins 5 heures cette nuit. Cette dernière semaine, j'avais dormi 4 heures maximum. En tout cas, 4 heures sans cauchemar. Dans mon rétroviseur intérieur, je jetais un œil à la boîte qui renfermait les affaires de Robert Jennings. Aujourd'hui, j'allais enfin comprendre ce que le livre signifiait vraiment. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai comparé ses écrits à mes brouillons sur l'ordinateur, et ce ne fut pas avant un grand coup du destin que j'eus la chance de comprendre tout cela. J'étais assis, là, dans un bar, dans un hôtel en Pennsylvanie, quand un homme vint s'asseoir à côté de moi. Nous avons discuté un peu au début, mais je pense qu'il était un peu effrayé de par mon apparence négligée. Nous avons bu quelques minutes dans un silence qu'il brisa en me demandant soudainement « Vous arrivez à lire cette merde ?» Malheureusement, non, et en fait, je suis simplement en train d'essayer de comprendre en quelle langue c'est écrit, pour être honnête. Oh, il regarda sa chope de bière et essayait discrètement d'enlever l'autocollant qui était dessus, tout en me demandant est-ce que ça me dérangeait s'il y jetait un œil. Je lui répondis pas de problème, faites juste attention. Je lui tendis le livre avec soin, il ouvrit et feuilleta la première page. Bah, je vais vous dire, commença-t-il. C'est un type de littérature africaine. Cela éveilla mon attention. Africaine, lui demandai-je en plein d'espoir. Oui, j'étais garde de sécurité au Muséum d'Histoire Nationale de New York City, et je vous jure que j'ai vu ces genres de trucs, ces genres de machins comme ça là-bas, j'en suis sûr. Je ne pris même pas le temps de remercier l'homme, j'attrapai mon bouquin et courus jusqu'à ma chambre d'hôtel pour commencer à travailler. J'ai dû écrire au moins 500 foutus emails ce soir-là, avec un petit extrait des écritures du livre en pièce jointe à chaque prof d'histoire africaine, chaque conservateur de musée ou traducteur de langue africaine que je pus trouver sur internet. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ellie. Ellie était un professeur d'histoire africaine à la retraite, il vivait à Natchez dans le Mississippi. Sa réponse par mail mélangeait surprise et excitation. Il m'expliqua que les extraits que j'avais envoyés étaient écrits dans un dialecte africain presque éteint, qu'il avait appris à traduire pour des dossiers d'un professeur qu'il avait eu quand il était étudiant en doctorat. Je lui dis que je payerais le prix, qu'il fallait absolument qu'il traduise ce livre, du moment que je pouvais lui donner en main propre et qu'il le lise en personne. Je ne pouvais pas risquer de lui envoyer un colis. Et de plus, Natchez était sur ma route, en direction de la maison en Louisiane. J'avais fini de lire le journal de Robert 2 semaines auparavant. Il parlait de ses rêves, à quel point c'était difficile pour lui et sa famille de supporter tout ça. Robert a été frappé à la porte de l'un de ses locataires car il n'avait plus de nouvelles ni même reçu de loyer depuis des semaines. Il entra et trouva le locataire là, les poignets ouverts, allongé,
dans sa baignoire. Apparemment, le vieux jean du défunt était sur le sol de la salle de bain, et dans une des poches, Robert trouva une photo de la maison en Louisiane, avec l'adresse griffonnée au dos. Je trouvais pourtant curieux qu'il ne mentionne pas où il trouva l'autre livre. Robert essayait de donner une théorie de ce qu'Oublou tentait d'accomplir. Il pensait qu'il s'agissait d'une sorte d'esprit vengeur qui se nourrissait de nos peurs et de cauchemars. Pour être honnête, son journal n'a pas été d'une grande aide. C'était juste une transcription de tout ce qui lui est arrivé pendant les 3 ans de malédiction qu'il a subi. Je sortis de ma rêverie juste au moment où j'entendis son cri. Il y eut un gros crash qui cassa le verre de mon pare-brise dans une forme d'étoile d'araignée. Par réflexe, je fis un écart et perdis le contrôle du véhicule. Il vira de bord et finit sa course dans le talus, éjectant un corps sans vie, l'envoyant dans le décor frapper un arbre, et j'entendis sa colonne vertébrale craquer. Sans doute le coup du lapin dans un bruit vif. Ma voiture fut enfin stoppée dans son élan et j'entendis un homme. « Oh mon Dieu, Marie !» Un vieil homme courut dans notre direction vers la femme. « Marie, ma chérie, s'il te plaît. » Il s'agenouilla et l'enlaça. Ses jambes étaient tordues dans une position inimaginable. Il se retourna en me regardant, toujours en état de choc, blanc comme un linge, les mains toujours en train de tenir le volant. Il me fallut un bon moment pour me reprendre et comprendre la gravité de ce qui venait de se passer. Attendez, je suis médecin, hurlai-je en ouvrant la porte et me précipitant vers l'homme. Elle est morte, abruti, vous l'avez tuée. L'homme sanglotait dans les cheveux de sa femme. Je m'arrêtai net, à mi-chemin entre ma voiture et l'arbre. Les deux ne pouvaient pas être plus jeunes que 70 ans. En haut, sur la route, je remarquai une voiture garée sur le côté. Peut-être était-ce quelqu'un en panne ou quelqu'un qui avait un pneu crevé ou probablement en train d'appeler les secours, signaler l'accident ou juste s'était garé là sur une bande d'arrêt d'urgence. Je suis désolé, je ne faisais pas attention. Vous étiez bourré, putain d'ivrogne, me lança-t-il. Un alcoolo comme ton vieux. Et c'est ça qui l'a tué. Lui et ta mère. J'étais estomaqué. Non, c'est faux. C'est vrai, assura le vieil homme. En se relevant, il sortit un revolver. Regarde ce que tu as fait, mon gars. C'est ta faute. Et avec ça, il enleva la sécurité du revolver, se l'enfonça dans la bouche, et je vis son cerveau exploser à l'arrière de sa tête dans un bruit assourdissant. J'étais là, en état de choc, écoutant le silence du chaos. Je me grattais l'arrière du crâne, fixant l'homme et la femme. Putain, mais comment je vais m'en sortir? Je continue à me gratter l'arrière du crâne. Ce n'était vraiment pas le moment idéal pour avoir une démangeaison impromptue. Puis, je sentis mes cheveux s'ébouriffer. Je tournai les talons, surpris et effrayé, et il était là. Son long corps, son tronc qui s'étendait jusque derrière la tête, et sa longue langue noire, et pointue, qui s'étendait et se balançait nonchalamment. Il me fixait de ses yeux noirs d'une profondeur terrible, tellement noir que je pouvais y voir mon reflet. Je m'apercevais là, transi de peur, il s'agita doucement en s'appuyant sur ses jambes, devant, en arrière, presque gracieusement. Sa tête s'inclina sur le côté de quelques centimètres sans que j'entende un seul mouvement. Oublou. Je me réveillais en reprenant ma respiration. Le monde alentour m'était inconnu et tout revint d'un coup. Je m'étais arrêté dans une aire de repos à l'entrée de Natchez pour me dégourdir les jambes et boire un café. J'avais dû m'endormir dans la voiture. Putain! Je frappais le volant. J'avais dû rêver de cette chose au moins 50 fois et pourtant il arrivait quand même à m'attraper sans que je m'en rende compte. Je m'approchai de la commande centrale de la voiture et attrapa la boîte de psychostimulants. Et j'en pris 2 et me força à les faire passer avec du gin. Pendant quelques secondes, je restais assis, la tête contre le volant, me débattant contre mes pensées, tournai la clé pour démarrer la voiture et je quittai le parking. Trouver où Ellie vivait me prit une bonne demi-heure. Sa maison paraissait grande et vieille. Vu de l'extérieur, son chemin privé était plus long que ce que j'imaginais. Les terrains qui bordaient sa maison s'étendaient à perte de vue. Je pense qu'étant un bon citadin, j'étais impressionné facilement par cet environnement qui ne m'était pas familier. Je me garai devant la maison, il sortit et me salua. Il m'attendait, je l'avais appelé 2 minutes avant d'arriver. Il était à peu près aussi grand que moi, mais plus âgé. La soixantaine passée, il avait les cheveux parsemés de blanc et la barbe était assortie. Sa peau était ridée, il avait des lunettes au verre et forme de demi-lune sur le bout du nez. Il alluma une cigarette alors que je sortais de ma voiture et étirait mes jambes. « Bonjour docteur », dit-il perché sur son perron. « Je dois dire que j'avais hâte de voir votre livre. J'ai pas pu trouver plus d'informations qu'on avait déjà.
Si j'arrive à découvrir plus grâce à la traduction, on pourra crâner. Il parlait avec un accent épais du Mississippi, mais je pouvais comprendre ses paroles. Il me regarda pendant quelques secondes et reprit la parole. Mais vous avez l'air bien fatigué, docteur. Long trajet ? J'ai eu une nuit assez compliquée. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en l'entendant dire ça. J'ouvris le coffre de ma voiture et sortis le livre de sa boîte. Je verrouillai le coffre et jeta un dernier regard à la mystérieuse couverture de l'œuvre en marchant vers Ellie. Le voilà, dis-je en lui tenant le bouquin. Ellie prit le livre dans ses mains et poussa ses lunettes pour mieux voir. Il fit briller la couverture à la lumière du soleil pendant 3 secondes avant que je voie ses yeux s'écarquiller et sa bouche s'ouvrir dans une expression de surprise. « Docteur, dit-il, l'air grave, vous avez trouvé ça où ?»« C'est un ami qui me l'a donné. Je mentais, mais juste à moitié. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Ellie se tourna un peu plus vers moi et me fixa pendant un bon moment. Je pouvais presque voir un mécanisme tourner dans sa tête jusqu'à ce qu'il réalise pourquoi j'avais l'air hagard. « C'est un texte religieux, commença-t-il, la voix émue. Écrit par un docteur sorcier de la tribu des Binouma. »« Un docteur sorcier ?» demandai-je curieux, genre du vaudou ? »« Oui, docteur, » dit Ellie en se tournant pour me parler. « Mais ce n'est pas n'importe quel vaudou. La tribu des Binouma, et plus précisément leurs docteurs sorciers, sont connus dans le folklore africain pour être les plus impitoyables de toute l'histoire. » Nous sommes restés plantés là pendant un bon moment, sur son perron, avec le seul bruit du vent pour nous tenir compagnie. « Bon, docteur, allons à l'intérieur pour s'assurer que tout cela n'est pas une supercherie avant de tirer des conclusions hâtives. » Nous entrâmes dans son bureau, il examina le livre, le texte, le papier, tout. Pendant qu'il s'affairait, il me vint à l'esprit de faire quelques tâches à sa place, comme sortir les extraits de ses dossiers d'archives, chercher sur internet des écrits qu'il n'avait pas, lui faire un thé froid. Après environ 2 heures, il s'avachit enfin dans son fauteuil. « Dieu tout-puissant, docteur, c'est tout du vrai !» J'étais absolument ravi d'entendre ça. La vérité, c'est que je n'avais pas eu l'idée que ce texte puisse être faux. Et maintenant, j'étais à quelques minutes de connaître les réponses sur Oublou, savoir comment l'arrêter ou le tuer. Et ça m'enlèverait un petit poids sur les épaules quand même. « Je vais vous dire, commença Ellie. J'ai une chambre d'amis en haut. Si vous n'avez nulle part où aller, vous pourriez rester avec moi. On pourrait traduire ce livre, disons, 3 jours. » Mon estomac se serra. « Je suis désolé, Ellie, mais c'est trop long, 3 jours. » Il me regarda interloqué. « Il faut que je reprenne la route avant le coucher du soleil. » Il avait l'air surpris et il était dans son droit. « C'est dingue, fiston, vous avez l'air de ne pas dormir depuis des jours. Vous ne voulez pas passer une nuit au moins ici pour ne pas être sur les routes dans cet état ?» Désolé, je manque de temps. Je me leva et marcha près de l'endroit où Ellie avait laissé le livre. « Je peux ?» demandai-je. « Bien sûr, docteur, c'est le vôtre après tout. » Je tournai les pages jusqu'au chapitre qu'il me fallait. « Plus maintenant, Ellie, » dis-je. Je me rapprochai de la page que je cherchais. « Quand je quitterai cette maison, lui dis-je, il sera à vous, et vous en ferez ce que vous voudrez. » Je trouvai enfin la page que je cherchais. Une vilaine représentation d'Oublou me regardant, fixement, entouré d'un long texte. « S'il vous plaît, c'est ce texte dont j'ai besoin. Est-il possible que vous me le traduisiez ?» Ellie lut la page en silence pendant quelques minutes, et en le voyant faire, je voyais qu'il comprenait. Quand il revint enfin la tête vers moi, je vis une grande tristesse dans ses yeux. « Ça fait depuis combien de temps ?» Je lui répondis que ça faisait environ 2 mois, mon cœur étant soulagé d'avoir trouvé quelqu'un qui pourrait comprendre. « Mon Dieu, dit-il en tombant des nues. Je vous demande un instant, docteur. » Il se leva et alla à la cuisine, revenant avec un plateau. Dessus, 2 verres avec des glaçons et une bouteille de ce qui semblait être du whisky. Je ris et, pendant une seconde, je me suis senti humain à nouveau. Ellie me servit un verre, puis un à lui, et nous bûmes en silence. « Maintenant, vous comprenez pourquoi je ne peux pas rester, lui dis-je. Je comprends, docteur. Maintenant, vous devriez vous asseoir pour m'écouter. C'est une longue histoire. »
J'offrais un siège près des lits et je me préparais, le cœur battant terriblement fort et pensant à la suite. La créature, cette chose, s'appelle Daila Boumba. Daila Boumba, demandai-je, piqué de curiosité. Bizarre, les livres d'Andrew et Robert ne le mentionnaient pas. Oui, Daila Boumba, qui se traduit par celui qui montre. Un frisson me traversa le corps et Ellie continua. Il est écrit ici que ce docteur sorcier était très puissant et que son peuple, la tribu des Binuma, était chassé dans le désert par un clan rival. Plutôt que d'organiser une bataille contre le clan ennemi, ils envoyèrent leurs soldats en pleine nuit pour égorger les Binuma dans leur sommeil. Le docteur sorcier n'était pas là, et il était occupé à prier les dieux pour que son peuple s'échappe. Mais les dieux l'avaient abandonné, en punition de son usage du vaudou pour combattre ses ennemis. Ses prières ne furent pas entendues. Quand il retourna au campement, il trouva toute sa tribu décimée dans leur lit, y compris sa femme et ses enfants. Le docteur sorcier était fou de peine et de rage et utilisa ces sortes vaudous les plus puissants pour se venger du clan rival et de l'abandon des dieux. Il réunit tout ce qu'il trouva autour du campement qui est appartenu au raid des ennemis, ses défenses d'éléphants, des peaux de serpents, des os d'animaux, tout ce qui pouvait être leur propriété. Il les empila avec des dépouilles de sa tribu et brûla le tout, en chantant des incantations vaudou tout le long, une malédiction destinée au clan du rival. Qu'ils soient poursuivis par un esprit qui les hanterait pendant leur sommeil, de la même manière qu'ils ont hanté le sommeil des Binuma. Ellie s'arrêta et me regarda. « Vous voulez que je continue, docteur ?» Je pris une gorgée de whisky et acquiesça. « Soit. Quelques jours plus tard, les membres du clan rival commencèrent à tous avoir des cauchemars horribles et ils ne pouvaient plus dormir. Ils rêvaient qu'ils étaient attaqués par des tribus ennemies et voyaient leurs femmes et leurs filles se faire violer et traiter en esclaves. Le campement brûlait, il n'y avait plus de saison, les pluies ne s'arrêtaient jamais. Peu après, le clan entier commit un suicide de masse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Mais il y eut un problème. Quand le docteur sorcier entendit que le clan adverse avait implosé, il célébra cette nouvelle, mais apprit que celui qui montre affectait d'autres personnes. Il réalisa qu'il n'avait plus moyen d'arrêter la bête, celle qu'il avait créée, car elle avait un appétit qui ne pouvait être satisfait. Un par un, les gens étaient touchés par cet esprit et quand il mourait, il l'enverrait à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Ellie s'arrêta et leva son regard vers moi. « Et donc, ils l'ont arrêté ?» demandai-je. « Ce n'est pas écrit. » Il est dit que les tribus commencèrent à exiler toute personne qui contractait la maladie, vu que c'était impossible de combattre ça. Ils laissaient l'esprit s'occuper d'une tribu différente. Mon estomac se noua comme jamais. Voilà. Il n'y avait aucun échappatoire, en tout cas pour moi. Je vais devoir me débrouiller avec Oublou pour le restant de mes jours, pour le peu qu'il m'en reste. Je sais maintenant pourquoi Andrew et Robert se sont ôtés la vie. Mes yeux commencèrent à se remplir de larmes et Ellie me servit un autre verre de whisky. Je comprendrais si vous voudriez retourner sur la route, docteur. Je continuerai mon travail de traduction et je vous téléphonerai pour vous dire si je trouve quoi que ce soit d'intéressant. J'avalai le verre de whisky d'une seule traite, essuyant mes yeux sur le revers de ma manche. Merci, Ellie. Tenez-moi au courant et j'y arriverai peut-être. Je me levai avant qu'il puisse faire quoi que ce soit et me dirigeai vers la porte principale avant même que je sois à ma voiture. Ellie était sur le pas de la porte et m'interpella. « Docteur, juste, où allez-vous, si je peux vous demander ?» La tristesse dans sa voix fit flotter la question dans un air lourd. « Je vais suivre les traces d'un mort. Ça mène quelque part en Louisiane. » Ellie me regarda et ses yeux remplis de larmes. « Alors je vous souhaite le meilleur, docteur. Je ne peux pas imaginer les choses que vous avez vues et j'en ai pas la prétention, mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre combat. » Je hocha la tête et ouvris la porte de la voiture. Mais je m'arrêtai en regardant Ellie. « Daila Boumba » répétai-je en rigolant presque. « C'est mieux que le nom que je lui avais donné. Vous l'appeliez comment, docteur ?» Je pensais
un instant à quel point le nom que j'avais donné était étrange. Oublou, lui dis-je avec un semblant de sourire. Oublou, répéta Ali avec un regard confus. Oui, c'est ce qu'il me dit toujours à la fin de mes rêves. J'hésitais. Ça veut dire quelque chose? Est-ce que vous pensez que il y a un rapport avec ce qu'il me dit? Ellie me fixa d'une manière que je n'oublierai jamais, et le regard dans ses yeux me fit comprendre qu'il n'avait jamais regardé quelqu'un comme ça de toute sa vie. Oui, docteur. Oublou, c'est le diminutif de Oubois, loup. Le vent souffla doucement entre nous, et l'herbe ondula à la lumière du soleil qui se couchait alors que j'attendais ce qui semblerait être la dernière chose que j'entendrais de lui. Ça veut dire « Réveille-toi ». Fin de cette 3e partie. Partie assez longue encore une fois. J'ai essayé de vous présenter le truc avec de l'intonation, avec le mieux que je puisse, en vous mettant vraiment dans l'ambiance, parce qu'en fait c'est vraiment bien écrit. Tu sais pas vraiment des fois quand tu es... Par exemple le passage où il s'est endormi, on s'est même pas rendu compte qu'il s'est endormi, on pense qu'il est sur la route et qu'il a un accident, mais en fait on commence à comprendre quand ça part un petit peu en vrille qu'il est en train de faire un mauvais rêve. Mais la transition entre les deux, on la voit pas instantanément. Donc on se demande ce qui se passe, et puis là, du coup, on commence à comprendre que ce livre qui vient d'une ancienne tribu africaine, qui en fait c'est une histoire de malédiction tout simplement, et ce fameux Oublou qui signifie réveille-toi, en fait c'est comme si cette chose, si je peux interpréter la chose ainsi, elle nous montre des choses, d'où le nom de la bête, Daela Boumba, elle montre quelque chose, je me rappelle plus exactement. Elle nous montre des rêves, des trucs qui te font vraiment péter un plomb tout simplement. Et dès qu'elle le décide, Oublou, donc le diminutif de Ouba, loup, si je me trompe pas, ouais c'est ça, veut dire réveille-toi. Ça veut dire que le mec il te montre ce qu'il veut et c'est quand il veut que tu te réveilles. Tu vois, à la limite s'il veut te faire souffrir plus longtemps, il pourrait. Donc c'est encore plus inquiétant. Ça veut dire que c'est lui-même qui stoppe les rêves. C'est de la torture psychologique. C'est un truc qui est quand même assez incroyable. Et je trouve que, même si c'est traduit, et je pense que c'est quand même très bien traduit, encore une fois, merci à toi, Angie. Et moi, je rentre vachement, quand je le lis, tu vois, je rentre vachement dans le texte. Et j'ai ma souris parce que le texte est super long. Et je scrolle avec la petite roulette pour descendre. Et puis je suis arrivé à la fin et je pensais qu'il y allait avoir encore une suite. Je suis vraiment pris dedans, quoi, pour vous dire à quel point je suis au taquet. J'essaye de redescendre, mais je me rends compte que non, c'est déjà fini. Alors la partie 4, je vais demander à Angie qu'elle me la traduise aussi pour vous la sortir peut-être la semaine prochaine si on a le temps. Sinon, ce sera la semaine d'après, tout simplement. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Dites-moi un petit peu vos théories. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous ai donné la mienne. Dites-moi la vôtre. N'hésitez pas à commenter cette chose, liker ce creepypasta et vous abonner à moi. En tout cas, portez-vous bien, faites de beaux rêves surtout. Ciao tout le monde.